Soyons à l'heure. Voilà, je vous propose que nous débutions. Mesdames, messieurs, chers alumni, chers jeunes camarades étudiants présents ce soir également et chers amis, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence en ligne qui est consacrée ce soir à la culture, crise structurelle ou conjoncturelle, comment se projeter dans l'avenir et comment se projeter dans l'avenir à l'aube d'un troisième reconfinement. Alors, vous êtes nombreuses et nombreux ce soir à nous rejoindre, plus d'une centaine, que vous soyez membre ou non du groupe culture de Sciences Po Alumni, dont je salue la présidente Fanny Fournier qui est présente ce soir. Vous êtes donc nombreuses et nombreux pour écouter et échanger avec nos intervenants. Laurence Engel, tout d'abord, présidente de la Bibliothèque nationale de France, la BNF. Madame Engel, bonsoir. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Jean-Philippe Thiellet, président du Centre national de la musique, le CNM. Monsieur Thiellet, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et Françoise Benamou, économiste, professeure à l'Université Paris 13 et à Sciences Po, et qui va animer et modérer cette conférence. Madame Benamou, bonsoir. Bonsoir. Alors merci beaucoup, très chaleureusement, très sincèrement, de la part de Pascal Perrineau, président de Sciences Po Alumni, et de l'ensemble de la communauté des étudiants et des diplômés de Sciences Po. Merci de vous être rendu disponible et de venir rencontrer les alumni de Sciences Po ce soir, ou de revenir, puisque Monsieur Thiellet, vous étiez d'ores et déjà intervenu en octobre 2020 auprès du groupe Culture notamment. Alors, je passe immédiatement la parole à Françoise Benamou pour la présentation de nos intervenants, la présentation des thématiques qui seront abordées ce soir. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne conférence à toutes et à toutes. Madame Benamou. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon, j'ai toujours triste de ne pas se voir en vrai, mais bon, on va faire avec. Et en tous les cas, merci à tous les participants et je vous invite tout au long de la conversation que nous aurons à poser vos questions, à faire vos remarques dans la page conversée de ce lien Zoom. Voilà, alors merci à Jean-Philippe Thiellet et à Laurence Engel d'avoir bien voulu participer à cette rencontre. Laurence Engel, donc on l'a dit, vous êtes présidente de la Bibliothèque nationale de France, mais vous avez exercé aussi de nombreuses fonctions dans le champ culturel. Alors, je ne vais peut-être pas toutes les énoncer, peut-être rappeler que vous avez été directrice des affaires culturelles de la ville de Paris, et puis directrice de cabinet d'Aurélie Filippetti. Donc, vous avez une vue très large, bien entendu, sur le monde culturel et sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire aussi que vous avez écrit des articles extrêmement intéressants dans Esprit, dans la revue Esprit, et aussi des ouvrages, notamment sur le droit. Jean-Philippe Thiellet, vous êtes président donc, du Centre national de la musique, qui a été créé en 2020, et qui est vraiment le lieu vers lequel tous les acteurs de la filière musicale se tournent aujourd'hui dans ce moment extrêmement difficile pour tous. Vous avez été directeur général adjoint de l'Opéra national de Paris et je ne résiste pas à dire que vous avez été aussi critique musicale, vous l'êtes peut-être encore, je ne sais pas, et que vous avez écrit plusieurs ouvrages consacrés à Rossini, à Bellini, à Meyerbeer. Voilà, alors la crise, ben voilà, elle est extrêmement violente dans le monde culturel. Bien entendu, tout le monde n'est pas dans la même situation. Quand on parle de la culture, c'est beaucoup trop général. Il est clair que tout ce qui relève de l'événementiel est sans doute plus impacté, mais il n'empêche, c'est un moment très rude et, me semble-t-il, de 4 points de vue. Alors, évidemment, le point de vue économique, je ne résiste pas à commencer par là, même si ce n'est peut-être pas le plus important, économie à court terme, avec un empêchement de travailler et toutes les implications que ça peut avoir, à la fois sur les finances des établissements ou des entreprises, mais aussi pour l'emploi culturel, pour les artistes.
et puis des questions pour le long terme. Et on en parlera des nouveaux modèles qui peuvent se mettre en place pour sortir de la crise. Crise aussi pour les créateurs dont pour certains les œuvres ne sont pas jouées, mais ne le seront peut-être pas jamais, ou peut-être pas jamais, mais en tous les cas ne seront pas joués à moyen terme, des livres non édités et qui sont aussi privés de la relation au spectateur, au lecteur, etc., et qui est si importante. Crise aussi, c'est une crise aussi existentielle pour le monde de la culture, avec tout cet affreux débat qu'il y a eu sur l'essentiel et le non-essentiel, sur le statut de la culture, sur la manière dont il fallait en traiter. Et crise, bien entendu, des modèles. La culture s'est longtemps assise, si je puis dire, ou en tous les cas construite autour de la mondialisation, avec les foires d'art, avec les artistes qui circulaient de festival en festival international, etc. Et une autre économie, une économie très polarisée, avec d'un côté donc ces grands événements, puis de l'autre côté les petits, puis une économie très assise aussi sur l'événementiel. Alors, la culture, en même temps, a bénéficié, il faut le dire, hein, je crois qu'on ne le dit pas assez, à la fois des dispositifs généraux, c'est-à-dire les prêts garantis aux entreprises, le chômage partiel, etc., puis de dispositifs spécifiques, comme l'année blanche pour les intermittents. Donc, il s'est passé beaucoup de choses et les réponses ont été fortes. Alors, ma première question à vous deux, c'est d'abord tout simplement comment avez-vous vécu cette période, comment la vivez-vous, à la fois à titre personnel, dans le fond, parce que vous êtes très impliqué, et puis bien entendu à titre professionnel. Quel regard vous portez à la fois sur les établissements dont vous avez la charge et plus généralement sur le monde culturel tel qu'il va dans cette crise? Alors, Laurence, peut-être, vous voulez commencer? Pourquoi pas? Ouais. Vous avez utilisé des mots qui sont centraux dans tout ce qu'on peut ressentir, et j'imagine aussi bien dans le monde de la musique que dans le monde des bibliothèques, même si voilà, c'est bien qu'on soit là ensemble. On est peut-être à deux extrêmes, peut-être pas tout à fait, mais enfin en tout cas dans des situations extrêmement différentes quant à l'impact réel, concret, économique, matériel de la crise. Mais si, avant d'en venir à cela, on veut parler de manière dont on vit les choses, et y compris à titre personnel, moi, ce qui me trouble le plus, c'était évidemment cette révélation, enfin, on en savait déjà quelque chose, mais l'explicitation de cette dimension non essentielle de la culture, vue en tout cas d'un certain nombre vue à hauteur de ce que vit un pays et tous les pays du monde au travers de la réaction à la crise. Voilà, vous l'avez dit, beaucoup de choses sont faites pour compenser, pour accompagner, et c'est heureux. Là, je pense qu'on est vraiment très... Au moins à ce titre-là, la notion d'exception française en matière de politique culturelle peut continuer d'être utilisée. Mais on a vu aussi que la culture n'était pas perçue comme étant essentielle. Mais au-delà de ce sentiment qu'ont pu ressentir, qu'ont pu vivre les acteurs culturels, ce qui me frappe, moi, c'est la capacité, parce qu'on a une forte capacité d'adaptation, la capacité à renoncer à ce qui faisait le propre, et ce qui, j'espère, refera le propre du monde de la culture et de la création. Ça n'est pas une vision institutionnelle, c'est vraiment la réalité de la création. Et en tout cas, encore une fois, on va rentrer dans le détail. Je pense qu'on a évidemment une capacité de résistance, une capacité d'adaptation, une nécessité à s'adapter, parce qu'on dans cette articulation structurelle, conjoncturelle, on sait que beaucoup des éléments de la crise renvoient à des évolutions structurelles. Donc, bien sûr, on va s'adapter. Mais de temps en temps, depuis mars dernier, je me dis que peut-être on s'adapte trop et que on nous renvoie à cette capacité et au fait que finalement tout va bien puisque la culture continue malgré tout. Voilà, elle ne continue pas dans les formes qu'on aimerait voir poursuivre, et de ce point de vue-là, c'est effectivement très difficile.
Je prends le relais. Bon, on pourrait, la réponse à votre question, Françoise, pourrait nous occuper très longtemps. Moi, je retiens 4 points, 4 mots très simples. D'abord, je l'ai vécu comme quelqu'un qui est à la tête d'un établissement en construction. Et donc, c'est aussi une des vraies différences avec Laurence ou avec mon job précédent qui avait 350 ans d'histoire, c'est que le CNM, même s'il y avait des éléments, ça partait pas d'une feuille totalement blanche, c'était un établissement où il fallait fusionner avec des structures, il fallait écrire une convention collective, il fallait trouver des locaux, il fallait trouver le bon mode de fonctionnement avec le ministère de la Culture. Ce n'est pas par ordre croissant de difficulté, hein, c'est par, disons, liste de sujets. Mais c'était un établissement en construction, donc le défi managérial a été impacté aussi par cette crise. Mais ce n'est pas l'essentiel, au fond, ça concerne que nous. Deuxièmement, je l'ai vécu en partageant une forme d'angoisse tout de suite, ce qui explique qu'on a voulu créer un fonds d'urgence tout de suite, et une angoisse de professionnels, parce que dans la musique, il y a énormément de TPE, PME, mais 60% des concerts en France sont donnés dans des salles de moins de 400 places. Donc, il y a d'un côté les grands messes et de l'autre côté le petit club de jazz. De fait, il y a des grandes différences dans les conséquences de la crise, on pourra en parler. Troisième élément, c'est la satisfaction que le service public ait fonctionné. Le CNM est un établissement public, certes très particulier à plein d'égards, mais on a un État et un ministère de la Culture qui a répondu présent avec une grande capacité de réexaminer des décisions qui avaient 1 mois, 3 semaines, 2 mois, principalement budgétaires. Donc, c'est assez légitime, enfin, je ne sais pas si c'est légitime, mais en tout cas, en France, on critique beaucoup. La prévisibilité des décisions est insuffisante, mais le contexte est ce qu'il est. Et pour les opérateurs, les entreprises, c'est très déstabilisant. Mais d'un point de vue du soutien, je vous dis qu'au 27 janvier 18h14, je n'ai pas connaissance de faillite d'entreprises dans le domaine du spectacle vivant. Il y a eu des discothèques, ce n'est pas du spectacle vivant, il y a eu des… Bon. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est unique au monde. Je n'insiste pas, je crois que vous en êtes assez convaincus, mais c'est quand même rassurant. Et le quatrième mot, c'est que je suis en manque de spectacle, c'est comme vous. Hein. Alors on peut lire, il y a eu du streaming, c'est aussi un élément très très intéressant, une autre mode d'écouter de la musique et de voir des spectacles. Mais enfin, hier soir, j'ai eu la chance, comme on soutient des programmes de captation, diffusion, d'aller à Rouen pour un Péléas et Mélisande parce que le CNM met 5 millions d'euros pour encourager ces captations. Ça fait un bien fou et vous devez tous me détester parce que oui, j'ai eu de la musique live hier soir à Rouen et donc je suis probablement un tout petit peu moins en manque que vous, mais comme mes besoins sont très très grands, je suis quand même très très en manque. Voilà, je ne vais pas plus loin sur cette première réponse. Alors, merci à tous les deux. Je vais plonger tout de suite dans les sujets parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais tous les deux, vous l'avez abordé dans le fond, le numérique. Le numérique, ça a été quelque chose quand même de très, très fort. Notamment pendant le premier confinement, on a vu une créativité, une inventivité. Et puis, un monde de la culture qui, sans se concerter spécialement, s'est dit, on va donner ce qu'on peut pour offrir non pas de la distraction, je dirais du bonheur. Et il y a eu des choses extraordinaires. Et en même temps, ça interroge beaucoup parce que, évidemment, pour les artistes, c'est compliqué le numérique. Hein. D'abord, il y a les problèmes de valorisation, il y a aussi le fait que bon, c'est autre chose que le spectacle vivant. Et même dans le domaine du livre, où on voit, on avait vu pendant un temps qu'il semblait que le numérique ne prenait pas, si je puis dire. On a vu une montée de la lecture numérique. D'ailleurs, le marché du livre va très bien. D'ailleurs, Laurence, peut-être vous nous en direz un mot. Mais donc, quelle est la place pour vous du numérique et tout de suite et peut-être à plus long terme? On continue dans le même ordre. Comme vous voulez, on peut inverser. Non, mais peut-être je reviens en amont de cela parce que la question du numérique pour la BNF a été vraiment essentielle et de toute façon essentielle depuis longtemps. Donc, on a peut-être là aussi un recul et un recul dans des formes évidemment différentes de celles que connaît le monde de la musique. C'est-à-dire qu'on le subit moins qu'on ne le porte et encore une fois depuis longtemps. Mais donc, en amont de votre question, Françoise, peut-être revenir sur ce qui nous a distingués
par rapport au monde de la musique, mais surtout par rapport au monde du spectacle. Parce que, évidemment, on se sent... je crois qu'en réalité, les gens ne se sentent pas tant à l'abri que cela, parce qu'on est tous pris dans des considérations très personnelles, très intuitives, et donc l'angoisse qui existe depuis le mois de mars ne cesse de s'amplifier et empêche peut-être parfois de prendre un peu de recul. Mais si on prend du recul, on est évidemment très préservé par rapport à d'autres secteurs, et je pense qu'on l'est enfin, en tout cas, moi, j'y vois là aussi 4 éléments structurants, et je pense que c'est important qu'on les redise avant d'entrer dans l'un d'entre eux, qui est justement le numérique. Le premier, c'est évidemment qu'on est dans un champ patrimonial. Donc, ce n'est pas tellement la question du livre, c'est vraiment celle de la Bibliothèque nationale. On est une institution patrimoniale, et évidemment, les institutions patrimoniales ont été moins impactées que les autres, parce que nos missions fondamentales, elles ne sont pas impactées par la crise Covid, en ce sens qu'on assure la préservation du patrimoine. Et on l'a assuré à tout moment, en venant sur place, vérifier que les choses étaient en bon état, etc. Donc cette idée fondamentale d'un patrimoine qu'on constitue et qu'on préserve pour les générations futures, ça n'était pas une guerre nucléaire, c'était autre chose. Et donc le virus n'a pas attaqué les livres ou les tableaux dans les musées. Et de ce point de vue, les missions fondamentales sont préservées, ce qui est quand même très rassurant du point de vue de la suite. Deuxième élément qui est propre à la BNF au sein du secteur patrimonial, c'est que contrairement à ce que sont devenus les musées, nous sommes encore très indépendants. On est très dépendant de la recette publique, donc très indépendant de la recette commerciale. Et dans un moment où les institutions sont fermées et ne peuvent pas avoir leurs recettes arriver, ça nous préserve. Pendant longtemps, ça nous a alourdi dans notre capacité à poursuivre nos missions, mais aujourd'hui, ça nous préserve. Là où on a jusqu'à aujourd'hui fait valoir le fait qu'être indépendant par rapport à la recette publique, c'était précisément être indépendant, et bien évidemment, lorsqu'on dépend fortement de la recette, et encore plus de la recette touristique, quand plus personne ne peut bouger, ça pose quelques difficultés fondamentales. Et de ce point de vue, nous qui dépendons du budget de l'État pour 90% de notre budget, on a évidemment été beaucoup moins impacté. On a été impacté, mais beaucoup moins impacté que d'autres, en tout cas sur le plan de la survie économique. Et vous posiez la question de la mondialisation, Françoise, et c'est déjà un premier pas vers un élément auquel vous êtes très attachée, une question à laquelle vous êtes très attachée, c'est celle des modèles économiques. Nous sommes à la fois très mondialisés, on travaille en permanence en lien avec l'ensemble des bibliothèques partout dans le monde, mais nous sommes très peu dépendants, là aussi, des modèles de mondialisation que vous évoquiez, et peut-être de ce sur quoi on va revenir, ces grands blockbusters, cette dimension très événementielle, la dépendance à la tournée internationale pour rentabiliser un projet, est assez loin des habitudes de la bibliothèque, y compris sur le plan culturel, parce que quand on fait des expositions à la bibliothèque, on les fait essentiellement à partir des collections de la bibliothèque, avec assez peu d'emprunts. On en fait quand même, mais assez peu d'emprunts. Et de toute façon, une impossibilité de faire tourner les expositions, parce que la nature même de nos collections empêche la circulation, puisqu'on ne peut pas, c'est un tableau, on peut le montrer pendant assez longtemps sans l'abîmer, un manuscrit, on ne peut pas, c'est 3 mois de présentation et ensuite 3 ans enfermés dans les réserves. Donc évidemment, ça nous protège aussi de ce qui est devenu une faiblesse aujourd'hui. Et puis enfin, le 4e élément, je pense très spécifique à la bibliothèque et qui nous a conforté et renforcé au démarrage du confinement, c'est que nous sommes une institution totalement numérique et que nous le sommes depuis 20 ans. Donc il y avait une capacité à réagir très vite qui était aussi assez naturelle. Et tout cela, contrairement à la musique, je pense que Jean-Philippe y reviendra, sans que ça perturbe notre modèle économique. Cela fait partie de notre ADN que d'être totalement international, mais international dans une dimension de diffusion des données et pas des œuvres elles-mêmes, ou des œuvres qui ne sont plus sous droit, donc qui ne mettent pas en cause le modèle économique.
Et en tout cas, on est dans une économie du savoir et pas de la création, donc dans une économie qui est naturellement numérique et nous étions déjà fortement numériques. Donc on a pu être présent, rendre les services qu'il fallait, compenser, comme tout le monde l'a fait, l'absence d'exposition ou l'absence de manifestations, de lectures, de conférences, en exploitant tout ce qui existait en ligne. Et donc, comme tout le monde, on a vu la fréquentation qui était déjà très importante, augmenter encore beaucoup en ligne, sur les sites Internet ou sur les réseaux sociaux, en recueillant une forme de satisfaction, mais en se sachant assez fort et assez solide à cet endroit-là. Voilà, pour autant, même pour nous qui sommes assez préservés de tous ces enjeux, il faut qu'on se pose et qu'on aille plus loin dans cette exploration, toutes les questions relatives au modèle économique. Ça, c'est une première chose. Indépendamment du fait, comme je le disais tout à l'heure, qu'à mon sens, si on se contente de la diffusion numérique, on manque une partie importante de non seulement de notre modèle économique, mais de notre raison d'être. Pour les bibliothèques, notre raison d'être, c'est d'accueillir des gens dans l'espace de la bibliothèque, parce que d'ailleurs, ils en ont besoin. Donc, il n'y a pas que le numérique dans la vie, même s'il faut être fort en ligne. Mais sur le plan du modèle économique, on doit nous aussi se poser cette question. Quelle est la valorisation de notre production, de notre création en ligne ? Et puis, parce que nous sommes très forts en ligne, que nous sommes très forts dans l'économie de la donnée, il me semble que la bibliothèque peut se saisir de ce moment Covid pour rappeler, comme on essaye de le faire depuis toujours, enfin en tout cas moi j'essaye de le faire fortement, que nous avons un rôle à jouer dans cette économie de la donnée et donc dans la capacité des industries culturelles et créatives notamment. Le spectacle vivant vit autre chose, mais dans le domaine des industries culturelles et créatives, nous avons un rôle à jouer dans la capacité à créer un modèle économique nouveau à partir notamment de la valorisation des données, ou parce qu'on autorise le suivi de l'exploitation par d'autres des œuvres qui sont créées, et donc que l'on peut intervenir dans cette économie pour soutenir la création, aider les artistes à repérer ce qui se passe avec leur œuvre et de ce fait même les aider à préserver leurs droits. Voilà comment un peu on se situe aujourd'hui. Merci Laurence. Ce que vous dites me fait penser à quelque chose, je m'adresse à Jean-Philippe Thiellet. Finalement, d'une certaine manière, les établissements qui sont parvenus à un équilibre entre les recettes de la billetterie notamment et les recettes annexes et d'autre part les subventions qui soient plus en faveur des recettes commerciales, finalement d'une certaine manière sont pénalisées par la crise. Ah, ça c'est un vaste sujet qui n'a rien à voir avec le digital sur lequel j'aimerais revenir parce que c'est un sujet essentiel. Non, mais la question que vous posez, elle est très pertinente. Dans le champ du spectacle et de la musique, et en particulier de celui de l'opéra que je connais un petit peu, vous avez raison. Ceux, et ils ne sont pas très nombreux, qui avaient des taux de ressources propres élevés, les ont perdus. Le mécénat pour partie, la billetterie pour la totalité. Et cette crise-là, est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est structurel? C'est une question qui nous emmènerait trop loin, mais conduit une certaine logique à aller de plus en plus vite dans le mur alors qu'elle y allait déjà. Alors, on ne va pas faire une conférence sur l'Opéra de Paris, mais c'est clair qu'avec 55% de ressources propres, une crise de ce genre-là qui affaiblit le mécénat et qui fait disparaître 80 millions d'euros de billetterie crée un trou que l'État va compenser, mais qui n'est pas du tout le même que la situation dans des opéras qui sont subventionnés à 70 ou 80% et qui, quand ils jouent un spectacle de plus, perdent de l'argent. Alors que l'Opéra de Paris, s'ils jouent une fois de plus, ils gagnent de l'argent. Donc il y a des tas d'opéras en province qui vont finir l'année 2020 en excédent parce qu'ils ont moins joué. Alors évidemment, ce n'est pas bon pour les missions de service public, c'est pas bon pour les artistes qui n'ont pas de cachet, c'est pas bon pour le public, tout ça. Mais voilà. Alors, si on revient à la question que vous évoquiez, Françoise, et que Laurence a traitée, moi, je prendrais la question de l'impact du digital sur la crise de deux manières, étant entendu que, évidemment, dans le domaine de la musique, de mon point de vue, il n'y a rien
rien qui remplace l'expérience d'une salle, parce que le son, c'est physique, et toute intermédiation et dénaturation. Alors, pour évoquer deux sujets assez rapidement, parce que ce serait aussi intéressant de voir ce que les participants en pensent, mais il y a deux éléments. D'abord, sur l'impact du confinement et de la crise sur l'écoute de musique en ligne, donc le streaming, il est assez paradoxal parce que les abonnements payants aux plateformes de streaming ont nettement augmenté, en particulier du côté de Spotify, alors que le taux d'écoute, enfin la quantité de musique écoutée a plutôt baissé. En tout cas, pendant le premier confinement, il y a une étude intéressante du ministère de la Culture à laquelle je vous renvoie. Vous tapez pratique culturelle confinement, vous tombez dessus. Les gens ont plutôt écouté moins de musique, en particulier parce qu'il y avait moins de transport et parce qu'avec les enfants à la maison, parfois c'est moins facile. Bon. Donc ça, c'est un point. Mais l'élément positif, c'est que ça va probablement avoir un effet d'accélération sur la pénétration des abonnements payants au sein de la population française. Et ça, c'est positif. Il faut qu'on se déshabitue à l'idée que la musique est aussi gratuite que l'air et quasiment que l'eau. Parce que derrière, il y a des artistes et ils ont beau être passionnés, c'est aussi leur métier. Et on ne dit pas d'eau, d'amour et de musique et d'eau fraîche. Voilà, donc ça c'est plutôt un élément positif et qui va conduire à poser, en particulier parce qu'ils sont mal de l'autre côté et ils prennent très très cher, à poser la question de la juste rémunération des artistes dans le monde digital. Cet après-midi, le CNM a sorti non pas sa première étude, mais en tout cas sa première vraiment très très grosse étude sur le user-centric, donc sur le mode de répartition des abonnements payés par les abonnés aux plateformes de streaming. Le sujet est très vaste, je ne vais pas plus loin, mais cette question de la rémunération des artistes dans un monde digital, elle est très difficile, d'autant plus que les plateformes de streaming ne gagnent pas d'argent, mais il va falloir réfléchir sur le modèle économique de ces plateformes qui n'est pas stabilisé, sur évidemment la répartition de la valeur. Je m'arrête là parce que ça nous amènerait trop loin. Et le deuxième sujet qui est différent, sur lequel la crise a conduit à faire bouger les lignes, c'est les modes de diffusion alternatifs des spectacles, et donc le fait que des spectacles captés sont arrivés dans les foyers, soit un peu à la télé, pas assez, même si Delphine Ernotte a annoncé des choses depuis la semaine dernière, et beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les sites internet maison, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense que la crise va accélérer le fait que des opérateurs nouveaux vont se dire qu'il y a peut-être des business models à monter. En clair, les captations de spectacles qui avant étaient pour l'essentiel les producteurs avec les aides CNC et puis des diffuseurs qui passaient des contrats dans une chaîne un peu complexe et à mon avis trop coûteuse. Tout ça s'est diffusé plus largement avec des coûts de captation qui baissent, des modèles qui se montent en dehors des aides CNC puisque ça passe par Internet et pas par des producteurs-diffuseurs, mais qui a buté au moins pendant le premier confinement sur la question de la gratuité. On y revient. Et l'automne est plus intéressant de ce point de vue-là, puisqu'on voit qu'il y a des choses qui se développent en payant pas cher, payant cher, parce que une Bayadère à l'opéra pour 4,59 € ou 99 €, c'est pas cher, de mon point de vue. Un concert de Maître Gims dans une arena à 25 €, je ne sais pas si c'est cher ou si pas cher, mais si vous achetez le t-shirt, etc., ça peut monter à 70, 80. Là, ça devient un prix de concert en réalité. Et on voit que là, il y a des choses qui vont se bâtir. Il y a des projets très intéressants qui sont économiquement soutenables, qui vont naître, y compris parce que les coûts baissent. Et ça m'intéresse parce qu'il y a de la rémunération des artistes derrière. Et à nouveau, il n'y a pas de gratuité qui vaille de mon point de vue. Le CNM, et c'est le mérite d'un établissement public par rapport aux administrations centrales, dont ce n'est pas le rôle de mon point de vue, a pu s'ajuster très vite. Et on a mis 5 millions d'euros sur la table au mois de novembre, c'est-à-dire le deuxième confinement. Et j'ai la très grande satisfaction de voir que ça marche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de public, certes,
mais on met des caméras et l'aide qui peut monter à 75 000 € par soirée, donc c'est quand même, ça c'est plus adapté opéra que concert au Baiser Salé, qui est un club de jazz, où là c'est plutôt du 2500 ou même 1500. Bon, mais les acteurs s'en sont saisis et on a des centaines de demandes où eh bien, il y a eu de la diffusion, il y a eu du public et il y a eu des artistes payés. Donc ça, c'est très intéressant. Et j'y reviens, ça ne doit pas remplacer l'expérience du spectacle vivant, mais on voit que le public s'y habitue, le public vieillit, le public va vieillir, le public a un équipement de meilleure qualité, donc il n'y a pas de doute que je pense que tout ça va accélérer et que ça va être très, très intéressant à observer. Et il faut qu'on refasse une conférence dans 6 mois parce que je pense que tout ça aura déjà beaucoup changé. Ah, effectivement, c'est très important, c'est très intéressant de regarder ce qui se passe. Effectivement, du côté du patrimoine aussi, hein, on voit des visites guidées d'exposition. Et je trouve que, oui, payante. Et cette manière de faire venir l'internaute à l'idée qu'il peut payer et que c'est une expérience d'une autre nature que le spectacle vivant, mais qui apporte aussi certaines choses que, par exemple, on va voir en gros plan un chanteur ou je ne sais trop quoi. Donc, ça n'est pas qu'une expérience dégradée et ça peut être intéressant dans le fond. C'est une manière de repousser les murs de la salle et pourquoi pas. Alors, je voudrais qu'on en vienne, excusez-moi de passer très vite d'un sujet à un autre, mais à la politique culturelle, on l'a déjà évoqué un petit peu, hein. Mais dans le fond, elle a été très bousculée, la politique culturelle, elle aussi. Alors, on a vu qu'il y avait de l'argent, on a donné de l'argent, mais ça n'est pas qu'une affaire d'argent. Il y a eu aussi une affaire d'accompagnement d'un discours qui ne se trouvait pas, on a tâtonné là-dessus. On peut s'interroger aussi sur le fait qu'on traite de la culture comme une entité alors que les situations sont extrêmement différentes, y compris entre une grande salle comme celle de la Philharmonie, qui d'ailleurs a fait, je parle sous votre contrôle, Jean-Philippe Thiellet a fait faire une étude par Thomson et qui démontre qu'elle pourrait rouvrir. Alors pourquoi ne rouvrirait-elle pas? Est-ce que c'est parce qu'il faut que toutes les salles ouvrent en même temps? Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent en matière culturelle et peut-être avant d'en venir aux premières questions qui nous arrivent, peut-être quelques mots l'un et l'autre sur la politique culturelle. Peut-être reprendrez-vous la parole, Jean-Philippe Thiellet, et ensuite Laurence. C'est difficile parce qu'il ne faut pas oublier le devoir de réserve. Ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Moi, je pense quand même que, après avoir dit ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'État a répondu présent, a mis beaucoup d'argent, le commissaire de la Culture s'est défoncé, a gagné des arbitrages. Bon, ils en ont perdu d'autres qui s'appellent Franck Riester ou Roselyne Bachelot. Et je pense, mais ça dépasse bien le champ culturel, que nos autorités politiques, et en particulier à Matignon, que le Premier ministre s'appelle X ou Y, sont tétanisés de peur devant la situation. Et ils sont tétanisés par la menace du juge pénal. Et que tout ça a conduit à avoir des positions extrêmement restrictives. Parce que oui, ça a pu donner l'impression que la culture n'était pas un bien essentiel. Du reste, je fais remarquer au passage que la TVA sur la musique ne permet pas de la ranger dans les biens essentiels, ce que je conteste évidemment, mais ça, c'est encore un autre sujet. Bon. Mais tout ça pour dire que les autorités, ce que je peux comprendre, et je préfère être à ma place qu'à la leur, hein, on se sont dit on ne va pas ouvrir les musées, parce que si on ouvre les musées, on va nous demander d'ouvrir les salles de concert qui sont bien aérées. Alors, c'est Dassault qui a fait l'étude à la Philharmonie. Elle est très, très intéressante parce qu'on voit que c'est tellement bien ventilé que quand un chanteur chante, tout part vers le haut et pas vers les côtés, si j'en crois les techniciens. Bon, bref. Donc, on ne va pas ouvrir les musées parce que sinon, on va nous demander les salles bien ventilées assises. Et puis, si on nous demande les salles bien ventilées assises, on va nous demander les salles pas bien ventilées debout, etc. etc. Bref. Et donc, résultat, c'est un peu la tragicomédie des livres. On fermait les librairies et alors après, on fermait les rayons qui vendaient des livres des supermarchés. Vous vous rappelez l'image dingue que ça a donné à l'automne. Encore une fois, je ne
critique pas, je préfère être, enfin un peu, mais je préfère être dans ma position que dans celle de ces autorités. Mais oui, ça a pu donner le sentiment que la culture n'était pas aussi essentielle que nous pensons qu'elle l'est. Et je pense que dans ce domaine-là, il faut agir, il faut faire des tests. Je suis convaincu qu'on peut rouvrir des musées avec des plages de réservation qui mettraient peu en danger. Mais encore une fois, comme tout ça serait perçu comme un signe de laxisme, je mets beaucoup de guillemets, face à la menace, je pense que les autorités préfèrent la solution, je ne dis pas que c'est de facilité, mais pour écraser la mouche, ils préfèrent prendre une bombe nucléaire qu'une petite flèche bien acérée, quoi. Si vous me passez ces expressions trop triviales au regard de la gravité sur lesquelles, qui n'appellent aucune espèce d'humour ou d'ironie, bien sûr. Laurence? Oui, voilà, il y a quand même eu quelques petites distinctions puisque les bibliothèques sont ouvertes, mais les bibliothèques, elles sont à cheval entre la culture et l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur intellectuellement. Donc, elles ont été privilégiées, si je puis dire, par cette proximité avec le monde de l'enseignement. Voilà, mais si on veut aller plus loin pour continuer, non pas dans la gestion de la crise, mais dans la question de l'évolution des modèles et donc de l'évolution potentiellement de la politique culturelle, il reste cette question si ancienne, et à juste titre, Jean-Philippe évoquait l'accélération que peut produire positivement la crise dans la capacité à trouver de nouveaux modèles et à trouver une nouvelle relation avec le public dans le numérique, et donc notamment cette question de la valorisation de l'offre numérique. De la même manière, on pourrait espérer que du point de vue de la politique culturelle, la question centrale du partage de la valeur, donc des modalités de financement de la culture, au cœur des questions de politique culturelle, trouve enfin une issue, parce que ça fait tellement longtemps qu'on en parle, qu'on y travaille, que des propositions sont faites et tout de même, pour plein de raisons, qu'on n'arrive pas à déboucher sur un dispositif vraiment structurant, peut-être que c'est le moment de se reposer ces questions. Oui, tout à fait. Alors, je vais, si vous en êtes d'accord tous les deux, il y a deux questions, remarques qui ont été déposées par des participants à ce débat. Alors, je vous les lis. La première, il y a à mon sens, c'est François Chauvin, il y a à mon sens un devoir d'inventaire sur les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés à cette situation où la culture est devenue non essentielle. Cela concerne beaucoup d'acteurs. Qu'en disent nos intervenants? Je crois qu'on l'a déjà évoqué, mais peut-être il y a peut-être des points à rajouter. Et puis la deuxième question, que pensent les intervenants de la capacité de la culture à s'inventer, notamment pour les arts vivants tels que le théâtre ou la musique, qui sont rapidement limités et peuvent perdre de leur sens lorsque l'on passe au numérique? Les deux, on les a peut-être évoqués déjà, mais si vous voulez ajouter quelque chose. En deux mots, je déteste l'expression se réinventer parce que, bon, j'insiste pas, mais je trouve que les professionnels dans le champ de la musique et au-delà ont fait preuve d'esprit de résistance. Ils ont proposé, ils ont construit des spectacles avec des jauges dégradées, ils ont dédoublé les concerts pour que ça se termine avant 21h, et puis après, enfin, ils ont fait preuve d'une malléabilité. Vous me direz, c'est leur business, hein, c'est évidemment. En fait, quand même, ils ont été très, 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 très malléables. Par ailleurs, sur l'impact du confinement sur la création, je trouve que c'est très, très difficile de mesurer parce qu'il y a des gens qui sont complètement dévastés, d'autres qui ont plutôt écrit, composé, etc. Donc, je pense que c'est assez difficile. Il y a une inquiétude par rapport quand même à l'habitude du public qui ne va plus au concert depuis 1 an. Donc, alloue autrement les moyens. Il y a des habitudes qui se perdent. Il y a une relation au public qui se construit, qui met du temps à se construire et qui se détruit très facilement. Et ça, c'est préoccupant pour n'importe quel patron de salle, qu'elle soit petite, moyenne ou grosse. Bon, donc tout ça est extrêmement compliqué et va laisser des traces. Voilà, ça me paraît tout à fait clair. Sans doute une partie de l'argent des concerts est partie dans le livre.
Et puisqu'il y a eu, on a été très Sur les comptes frappés. épargne, François, sur les livrets A et les Il y a plutôt, aussi non? beaucoup d'épargne, c'est vrai, mais on a vu le marché du livre partir de manière très très forte. On a le sentiment quand même que dans les pratiques culturelles, on n'a pas pu faire des arbitrages, mais disons que le, le livre, c'était possible et donc on est allé vers le livre. Laurence? Oui, en tout cas, moi, j'appuie vraiment tout ce que Jean-Philippe vient de dire sur la capacité d'adaptation du monde de la culture. Et je suis d'accord, c'est son propre de toute façon que de s'adapter. Et là où on lui reproche si souvent d'être archaïque, de rester dans sa zone de confort, pour prendre une autre expression aussi désagréable que réinventer ou se réinventer, ça n'est jamais vrai. Enfin, et la preuve en a été donnée. Alors, en effet, parce que la personne évoquait cette question de la perte de sens, mais je crois qu'on l'a dit l'un et l'autre, s'adapter, oui, inventer des nouvelles formes, capter dans le monde du numérique ce qui peut être intéressant en termes de nouveaux publics ou d'extension du public ou de nouvelles relations avec un public qui de toute façon privilégie le numérique plutôt que la relation physique, mais ne pas s'habituer. Et pour ne pas s'habituer, puisqu'on craint que le public ne s'habitue, il faut déjà que nous-mêmes, on ne s'y habitue pas, qu'on ne considère pas qu'on a résolu la question de la crise en étant agile ou habile ou actif sur le numérique. Je pense que c'est vraiment très important. Alors, est-ce qu'il y a une réallocation entre le spectacle ou le livre? Je pense que de toute façon, économiquement, on ne doit pas être du tout dans les mêmes ordres de grandeur, donc je ne pense pas qu'on puisse le dire ainsi. En termes de temps disponible, de temps passé à l'une ou l'autre des activités, peut-être. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le monde du livre a plutôt bien résisté. En tout cas, le SNE avance des chiffres assez satisfaisants de quasi-stabilité du marché du livre en masse. Ce que nous, on voit à la bibliothèque, on a les premiers chiffres, c'est qu'en termes de production, mais ça peut être vu comme un bien du point de vue de la production, enfin de l'analyse économique du secteur, c'est qu'il y a eu une forte chute du nombre de livres produits. Le dépôt légal montre qu'il y a une baisse de quasiment 20% de la production, et y compris dans l'auto-édition. Donc, ça n'est pas seulement la question du rôle des intermédiaires éditeurs dans le marché du livre. Il y a vraiment une baisse très sensible du nombre de livres, bien plus importante que quand il y a eu la crise de 2008, où c'était quelques pourcents qui ont été très vite rattrapés l'année suivante. Là, une baisse de presque 20% de la production, c'est assez massif. Du côté de l'édition du son qui intéressera Jean-Philippe, on a globalement une quasi-stabilité du nombre de titres parus, mais pour la première fois, la version digitale dépasse la version physique. Donc là, sans doute aussi un impact durable dans le marché. Et puis, je crois, une quasi-stabilité du côté non, une forte augmentation du côté du multimédia, ce qui n'est pas très surprenant non plus. Donc, en tout cas, des évolutions très, très diverses. Voilà, donc oui, il faut faire attention à ne pas perdre le sens de tout cela et essayer de préserver, de jouer la carte du numérique comme on essaie de la jouer tous. Et ça se vérifie dans le monde des bibliothèques. Encore une fois, qui je pense est un assez bon laboratoire parce que c'est un endroit où les évolutions se font plus rapidement. Ça n'est pas seulement un lieu d'offre de matière créée, c'est un lieu où l'on pratique, où l'on vient pour travailler, où l'on vient pour explorer. Donc il y a une espèce enfin, c'est un lieu vraiment mixte dans le monde de la culture et là, on constate depuis longtemps que le numérique ne tue pas le physique. Alors, les besoins évoluent, la relation évolue, mais la numérisation des ouvrages et l'arrivée du livre numérique n'est pas ce qui tue la pratique de lecture ou ce qui tue la présence physique dans une bibliothèque, ce qui considérerait, parce que moi j'ai été confrontée à ça en matière de politique culturelle, on m'a quand même opposé le fait
fait que le numérique devait nous permettre d'avoir des bibliothèques sans livres et peut-être même l'absence de besoin de bibliothèque, et que tout cela libérerait des pans entiers de la politique culturelle. Ce n'est pas du tout ce qu'on constate dans la relation avec le public. Voilà, les gens ont besoin d'autre chose, de moins d'ouvrages, de moins souvent d'ouvrages, d'une relation plus spécifique avec les collections, mais ils ont besoin d'un endroit où venir, ils ont besoin d'un endroit où venir toucher les objets, et je pense que vraiment dans le domaine du spectacle vivant, d'une autre manière, dans le domaine du patrimoine art plastique, visuel, d'une autre manière, cet équilibre entre le physique et le numérique doit pouvoir se retrouver, et en tout cas, incontestablement, l'expérience n'est pas la même. Donc voilà. Et pour l'autre question qui est plus difficile et qui nous amènerait encore plus loin, est-ce qu'il ne faut pas s'étonner enfin voilà, sur la responsabilité partagée en matière de considération d'un lien non essentiel à la culture? Oui, c'est une longue histoire, donc il y aurait beaucoup à dire, et évidemment les choses ne sont jamais univoques, et sans doute le ministère de la Culture est-il lui-même responsable, sans doute pour une part le monde de la culture est-il lui-même responsable, mais ça n'est pas l'essentiel. De toute façon, dans la politique culturelle, il y a une part de volontarisme qui est très forte. Bien sûr, il faut regarder ce que sont les attentes du public, mais il y a une forme de volontarisme et de conviction, sinon on arrête. Mais c'est vrai pour la culture, comme c'est vrai pour la démocratie, comme c'est vrai pour bien d'autres aimants, comme c'est vrai pour l'écologie, comme c'est vrai pour une nourriture saine plutôt qu'une nourriture malsaine. Enfin, voilà, on pourrait continuer ainsi longtemps. Et vous avez évoqué, Laurence, le moindre nombre de livres, de titres publiés cette année. C'est assez frappant, effectivement, et on peut se demander si ça n'a pas touché les auteurs, justement, les jeunes auteurs, les auteurs les moins connus, les nouveaux romans. Puis il y a semble-t-il moins de nouveaux romans, par exemple. Et donc, ça me fait penser à une des questions là que nous avons sous les yeux, c'est celle d'un jeune homme qui demande, lorsque les conditions sanitaires permettront la reprise des spectacles, Jean-Philippe Thiellet craint-il un effet d'embouteillage qui pénaliserait notamment des artistes plus nichés et émergents, ou qui ferait tomber dans l'oubli des albums sortis durant la pandémie, et le cas échéant, quelles seraient les solutions? C'est une très bonne question. Non, je ne suis pas inquiet pour plein de raisons. Premièrement, parce que mais j'ai quand même une dose d'inquiétude sur quelques points. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont reprogrammées. Donc, notamment pour les festivals, il y a eu des annulations en 2021 qui ont été reprogrammées, pardon, en 2020, qui ont été reprogrammées en 2021. Donc, je ne suis pas sûr que dans la nature de la proposition, il y ait énormément de choses qui changent. Là où il y a une inquiétude potentielle, c'est sur la diversité. Ce que vous dites avec les artistes de niche les moins, disons, mainstream, pour employer cette expression. Et ça renvoie aussi à la question de l'état économique de pas mal de structures qui pourraient se faire racheter, et donc avec des conséquences sur les niveaux des cachets, sur la nature des programmations et sur ce que des structures complètement indépendantes peuvent programmer. Alors là, il y a pas mal de fantasmes, parce qu'en réalité, aujourd'hui, les gros sont aussi affaiblis que les petits. Hein. Une entreprise comme Live Nation ou AEG, qui sont les mastodontes, sont très affaiblis. Et donc, dans l'état actuel des choses, c'est plus une crainte théorique qu'une autre, d'autant plus que les bases théoriques et juridiques de cette question ne sont pas du tout posées. Et l'autorité de la concurrence a été saisie très pertinemment à la fin de l'année dernière par le président de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, et l'autorité de la concurrence va rendre un avis dans les prochaines semaines, je n'ai pas la date, elle n'est pas connue, sur la question de la concentration dans le secteur de la musique. Je crois que c'est tout confondu, spectacle vivant comme musique enregistrée. Ça va être très intéressant d'essayer d'objectiver les choses. Alors, et surtout, je dirais que là où je suis encore un petit peu moins inquiet, c'est que le système de financement de la production de spectacles en France repose sur ce mécanisme qui est maintenant au sein du CNM, dans lequel, certes, il y a le droit de tirage automatique, mais il y a aussi une part d'aide sélective qui permet d'orienter
sur la diversité, sur la protection ou sur la promotion d'esthétiques moins mainstream, etc. Donc, on a des outils, même si la programmation artistique, c'est la liberté de la programmation artistique et où je n'irai jamais expliquer à un directeur de festival qui doit faire ceci ou cela. Mais on a quand même quelques outils pour veiller à ce que la diversité ne disparaisse pas. En tout cas, c'est dans la loi qui a créé le CNM. François, si vous me permettez, je voulais rebondir sur une question très importante parce que c'est Emmanuel, alors je ne vois pas le nom de famille, mais Le roi. C'est ce que je regardais justement. Voilà, c'est ça. Le roi, oui, je regardais aussi pour y répondre. Une autre forme de concentration qui est la concentration géographique des subventions. Oui, alors là, pour être très cash, ça m'énerve beaucoup quand on dit « Ah, l'Opéra de Paris a trop de subventions, j'y travaille plus, donc je peux en parler. Le Louvre, etc. » C'est des porte-avions. Alors, on pourrait regretter qu'une armée mette beaucoup d'argent dans un porte-avions. Il vaudrait tellement mieux avoir plein de petits hors-bord. Je vous provoque, hein. On a besoin de porte-avions et l'image militaire ne va pas du tout, mais on a besoin d'endroits d'excellence sur la tradition de l'école française de danse. On a besoin d'endroits où les stars du chant mondial viennent, les metteurs en scène, etc. En revanche, là où je vous donne raison, c'est que ces institutions doivent faire beaucoup plus, l'Opéra de Paris compris, pour aller vers le public, et le digital n'est pas une réponse complète. Bien sûr que c'est bien, et si c'est gratuit, c'est encore mieux, parce que c'est le service public, et tant mieux s'il y a des choses qui arrivent sur vos écrans, qu'il s'agisse d'écrans de cinéma, et c'est payant et c'est pas donné, ou à la télé publique, etc. Mais je pense que les grandes institutions doivent plus aller vers le public, y compris loin du périphérique. Le Centre Pompidou l'avait fait à un certain moment avec des camions, etc. Je trouve que c'est intéressant, mais ce n'est pas en diminuant la subvention des grands établissements qu'on va contribuer à affaiblir. Ils sont déjà très affaiblis. Indépendamment de la grève, j'ai vu la remarque, elle est en partie pertinente. J'y réponds pas, mais enfin bon, il faut pas les affaiblir. Les porte-avions ne doivent pas pouvoir se mettre en grève. J'aimerais bien, voilà. Laurence. Oui, j'aimerais bien compléter parce qu'évidemment, c'est un reproche qu'on fait beaucoup aux grandes institutions. Il y a cette dimension d'excellence que tu évoques. Il y a alors ce que Emmanuel Leroy évoque comme étant compensé par le numérique. C'est vrai que le numérique permet cela. Alors là, incontestablement, d'améliorer la portabilité d'institutions qui, historiquement, parce qu'on est en France et que c'est un pays centralisé, jacobin, etc., voit un grand nombre d'institutions concentrées à Paris. Mais la vision qu'on en a n'est pas tout à fait juste. Et je pense, y compris pour une institution pour laquelle la diffusion sur le territoire est sans doute plus compliquée que pour d'autres, donc l'opéra, la comédie française, parce que quand on produit un spectacle, eh bien, on le donne là où l'institution est, mais pour autant, ces institutions aussi diffusent leurs spectacles et donc leurs comédiens, leurs musiciens circulent aussi sur le territoire national. Mais alors, dans les institutions patrimoniales, la réponse est encore plus facile parce que l'essentiel de la dépense, plus de 50% pour le Louvre par exemple, et alors 80% pour la BNF, va à la constitution de la collection et à la préservation, à la conservation de cette collection. Donc, quand on dit, puisque c'est la plus grosse subvention du ministère de la Culture qui va à la BNF sur un budget donc, de 200 millions d'euros, à peu près 90% qui vient de l'argent public, cet argent n'est pas, il est juridiquement localisé à Paris, mais il n'est pas visible à Paris parce que l'essentiel de la dépense, c'est la gestion du dépôt légal, c'est la création de catalogues qui sont visibles de partout, c'est Gallica qui est visible d'absolument partout et qui sert aussi bien le public parisien que tout autre public. Donc l'essentiel de l'investissement, de la subvention qui est, comme on le dit, des sièges des entreprises situées à Paris, ne sert pas les Parisiens. Donc il faut aussi regarder les choses un petit peu plus finement et voilà, ce qui ne veut pas dire que les choses sont parfaites, hein, mais c'est le fruit d'une histoire. Il ne faut pas balayer l'intérêt que
que cela représente du point de vue de la politique culturelle. Il faut évidemment travailler, et je pense que toutes les institutions culturelles le font, à une plus grande diffusion sur tout le territoire. Et il faut regarder les chiffres tels qu'ils sont, ne pas considérer que rien n'est fait en région quand une institution est située à Paris. Et évidemment, pour moi, c'est très facile de le dire, hein, encore une fois, parce que l'essentiel du financement ne sert pas les Parisiens, sert vraiment tout le territoire national. Gallica, et toute la politique de numérisation, c'est pas seulement les collections de la BNF, c'est que les collections de toutes les institutions en région, 400 bibliothèques qui sont financées pour leur politique de numérisation par la subvention fléchée parisienne, parce que donnée à la BNF. Voilà, je pourrais vraiment en parler longtemps, parce que la question des territoires, de la prise en charge de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire, c'est vraiment une préoccupation très forte à la bibliothèque. Je vous entends bien, mais on pourrait même ajouter à vos arguments que il y a une grande partie du tourisme culturel et même non culturel qui est à Paris, et donc ces établissements répondent aussi à cela. Ils n'ont pas simplement un public national ou un public Île-de-France, mais ils ont un public international. Cela dit, quand même, je pense qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main ce sujet qui est quand même un sujet important. C'est central. L'équilibrage territorial. Je ne pense pas qu'il y ait des zones blanches culturelles, mais en revanche, c'est vrai que la question d'un rééquilibrage peut se poser. Et en tous les cas, dans le contexte aujourd'hui politique qui a évolué, je pense qu'on ne peut pas... Non, mais il ne s'agit pas du tout de le balayer, Françoise. Je pense que c'est une question centrale. Simplement, il faut rétablir les choses. C'est plutôt ça. Ce n'est pas relativiser, c'est rétablir les choses. D'abord, les institutions se préoccupent de cette question. Elles ne sont pas indifférentes à cet enjeu. Et la réalité de leur action est moins centralisée qu'il n'y paraît quand on regarde simplement leur adresse et leurs subventions. Parce que les œuvres sont déposées dans tous les musées de France, parce que, encore une fois, nous... travaillons pour toutes les bibliothèques partout en France. Donc la réalité n'est pas exactement celle-là, mais il faut qu'on en ait la préoccupation, c'est absolument évident. Alors, on a eu une question, pardon, comme je vois le temps passer, cette question, j'aurais dû la relever, mais je pense que c'est bien pour peut-être achever notre discussion. Quelqu'un avait posé la question des voisins. Et les voisins, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour la culture? Et est-ce que vous pouvez donner des éléments concrets de comparaison au-delà du constat que l'État a répondu présent en France? Ouais, vas-y. Non, j'ai rien lu d'exhaustif et de complet. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas comparer les choux et les carottes, et il faut vraiment savoir de quoi on parle. En France, il ne faut pas oublier les dispositifs transversaux, c'est-à-dire, il y a le régime de l'intermittence qui n'est pas transversal, mais qui concerne en tout cas pas que la musique, mais tous les deux annexes de la Convention UNEDIC. Bon. Artistes, techniciens, etc. Il y a toutes les aides transversales qui ont commencé dès le printemps avec un premier fonds j'ai oublié son nom, fonds de solidarité, et il y en a à nouveau à la fin d'année avec un montant quand même qui monte jusqu'à 200 000 euros par mois, hein, et dont des entreprises culturelles bénéficient. Et puis, il y a les aides sectorielles. Il y en a eu un peu pour le livre, il y en a eu pas mal pour le cinéma, il y en a eu, je vais dire, un peu pour la musique. Pas assez. Voilà, parce qu'on a dit à un moment, l'Allemagne avait mis 50 milliards, mais de quoi parlait-on exactement? Ce que je sais, mais ça, c'est très, comment dire, empirique, c'est que dans toutes les conférences, y compris internationales, auxquelles je participe, mes interlocuteurs espagnols, portugais, allemands, italiens, ils ouvrent des yeux ronds dans le secteur de la musique quand je leur explique ce qu'on a fait. Donc, ça n'est qu'empirique, et je crois que c'est un champ de travail qui pourrait être très intéressant, complexe, parce qu'il faut comparer à nouveau les régimes d'indemnisation du chômage, etc. etc. Tout le monde dit qu'entre artistes, quand ils se parlent, pour la musique, qu'il vaut bien mieux être en France qu'à peu près partout ailleurs. En tout cas, personne ne m'a dit, tiens, là-bas, ils font mieux. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Enfin, ce qu'on constate, pour compléter, tout de même, c'est qu'il y a quelques pays, y compris en Europe, où les institutions culturelles n'ont pas fermé, ou ferment moins qu'elles ne sont fermées ici. Donc, il y a une continuité dans la vie culturelle qui est
parfois un tout petit peu plus fortes. Donc, c'est le cas en Italie parce que les fermetures se font pas de manière homogène et donc de manière alternée. On ouvre, on ferme. Ça a été le cas au Portugal, en Espagne. Les théâtres sont restés ouverts. Du côté des bibliothèques, on est plutôt bien logés. Quand je regarde ce qui se passe puisque là, comme je vous le disais tout à l'heure, on se regarde beaucoup et on travaille beaucoup ensemble à l'échelle internationale. On est plutôt plus ouvert que nos collègues autres bibliothèques nationales. Et comme pour le coup, on était déjà très présent en ligne pour diffuser des services et des ressources, voilà, le service a été plutôt mieux assuré de ce point de vue-là en France que ça n'a été le cas ailleurs. Alors, on a une belle question là. Comment peut-on, comme individu, soutenir les lieux de culture concernés par la crise de la Covid? Existe-t-il, par exemple, des bénévolats? Est-ce que vous avez envie de réagir à cela, l'un ou l'autre? Bénévolat, quand c'est fermé, c'est pas très facile le bénévolat. Donc si c'est ça la question, non, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Simplement, au moment où les festivals redémarreront, là, le bénévolat est très important. C'est-à-dire qu'il y a plein de festivals qui ne fonctionnent pas sans bénévoles pour conduire les artistes, pour faire l'accueil, etc. En revanche, il y a du soutien via le mécénat, il y a du soutien via des actions positives, par exemple pour favoriser l'achat dans la librairie du quartier plutôt que PIP. Voilà. Ça, oui, je suis convaincu que les citoyens peuvent avoir un rôle sur ça a été une des belles surprises quand même du deuxième confinement, c'est-à-dire que la réaction des gens à la fermeture des librairies et la demande, je pense, qui était relativement inattendue, même si ça n'était pas tout le monde, mais en tout cas, il y a eu une réaction visible du public pour demander que les librairies restent ouvertes. C'était quand même une forme de surprise et une manière de soutenir le monde de la culture. Oui, et les libraires s'en sont pas si mal tirés en moyenne, une belle fin d'année, etc., etc. Je ne dis pas que l'année était bon. Donc, il existe des choses. Christine dit qu'on peut soutenir en ne demandant pas le remboursement des places. C'est tout à fait juste parce que c'est la trésorerie en cause. Hein. Tous les patrons de festivals et même de théâtre le disent. Ceux qui ont un public très engagé, par exemple, je sais pas, le Hellfest a eu 1% de remboursement. Donc, sa trésorerie, elle est assurée. Et si 100% des gens demandaient le remboursement, il fait faillite. Et y compris à des niveaux que l'État aurait peut-être du mal à assumer d'ailleurs. Donc ça, c'est un vrai geste tout à fait pertinent. Ouais. Et l'un et l'autre, croyez-vous, alors c'est toujours une question, cette fois d'Annabelle, que le statut d'intermittent devrait être étendu? J'étais en train de lui répondre. Les artistes sont couverts, enfin plutôt certains artistes sont couverts par les annexes que je mentionnais tout à l'heure. Alors pas tous les types d'artistes, et même quand il s'agit par exemple de musiciens, pas tous les artistes qui ont une carrière internationale et qui ne remplissent plus depuis très longtemps les conditions en nombre d'heures par période. Donc, est-ce que ça... Je ne sais pas, c'est un sujet, Laurence a probablement une expérience plus directe que moi là-dessus avec les crises que tu as eu à gérer. Je ne sais pas s'il faut... Enfin, vous savez, ça coûte 1 milliard, il y a des opposants très forts. Moi, je pense que le monde de la culture, en tout cas du spectacle, ne fonctionne pas sans intermittence. C'est tout. Alors ça, c'est évident, mais c'est vrai que les réflexions vont plutôt dans le sens non pas d'une restriction, mais d'une... Parce qu'il y a aussi tout de même des entreprises, on peut penser à l'audiovisuel, qui utilisent l'intermittence parce que c'est un mode de rémunération qui est moins coûteux pour elles, alors qu'il s'agit de personnes qui ne sont pas du tout intermittentes. Donc on en connaît aussi les dérives, mais la question qui est posée, c'est vraiment pour les artistes plasticiens qui sont couverts par, me semble-t-il, hein, si je comprends bien, qui ne sont couverts par aucun dispositif, enfin, qui sont vraiment dans une situation particulièrement difficile. Alors, est-ce que l'intermittence, c'est la bonne solution? Comment? Il y a eu un programme lancé à la manière New Deal en petit, bien sûr, oui, de commandes à des artistes, justement, pour les soutenir, pour qu'ils puissent continuer. Voilà, mais c'est des modes qui ne sont pas structurants. C'est des interventions, comme il y a eu des aides
on intervient et c'est de très très bonnes choses. Enfin là, ça fait partie de tout ce que Jean-Philippe disait. On est quand même plus heureux quand il y a une politique culturelle très structurée et très active que quand il n'y en a pas dans d'autres pays. Mais voilà, la question du statut d'artiste pour les plasticiens est effectivement particulièrement difficile. Je ne suis pas sûre que l'intermittence soit la bonne solution, mais voilà, en temps de crise, en tout cas, c'est une question sensible. Alors, je vois qu'on a encore plein de... Françoise? Oui, allez-y, allez-y. Non, non, il faut absolument. Oui, Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, mais vous alliez le faire, c'est les deux mots collectivité territoriale. Et Thierry Pariante la mentionne. Il est évident que sur la diversité que j'évoquais, sur des missions de service public de proximité et très concrètement sur le maintien de subventions de fonctionnement pendant la crise, voire l'augmentation de certains moyens pour pallier l'urgence au-delà des subventions de fonctionnement normales, les collectivités territoriales jouent un rôle absolument essentiel, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, ça peut être des communes, des métropoles, des départements, ils ont souvent des difficultés autres, et évidemment les régions. J'évoquais l'Opéra de Rouen hier, soutenu très fortement par la région, et le CNM a eu la satisfaction de voir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur venir abonder son fonds d'urgence tout de suite. Puis la ville de Paris fait aussi des choses, la région Grand Est. Donc, sans les collectivités territoriales, évidemment, ce tissu-là n'existerait pas. Ça, c'est absolument évident. Peut-être, je vois que le temps est passé, c'est passé très très vite. Peut-être un dernier point qui est évoqué, je crois, par certaines questions, et je suis désolée pour toutes les questions qu'on n'a pas prises, il y en a tellement, mais sur les publics, dans le fond. Revenons un instant au public, on a parlé des artistes, les publics, comment s'adresser à eux dans cette période, et comment peut-être essayer de faire en sorte que cette période soit un moment, je ne sais pas si c'est possible, pour s'adresser à des publics qui ne sont pas les publics naturels de la culture, si je puis dire, c'est-à-dire pour reprendre la thématique de la démocratisation plus généralement. Je pense quand même qu'on a un peu répondu à... Enfin, c'est induit par la question du numérique. Alors, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on constate quand même, en tout cas, nous, on le constate, et peut-être que la crise Covid va changer un tout petit peu les choses. Le public numérique n'est pas très différent du public physique. Donc, ça ne résout pas la question de la démocratisation ipso facto. Ça fait grossir le public, ça c'est incontestable, et sans doute c'est une réponse pas complètement satisfaisante non plus, mais une réponse à la question territoriale qu'on évoquait tout à l'heure. Mais structurellement, ça ne change pas jusqu'à aujourd'hui fondamentalement la composition de ce public. Il semblerait dans l'étude à laquelle Jean-Philippe faisait référence tout à l'heure, faite par le ministère de la Culture, que pendant le confinement, ça a changé un petit peu les choses. Donc, ceci étant dit, donc même si on sait que ça ne se fait pas naturellement, l'outil numérique est un outil qui est intéressant pour s'adresser autrement au public. Voilà, on sait que la question de la barrière, de la difficulté à entrer dans l'institution fait partie des freins à une diffusion des pratiques culturelles. Comme le numérique est beaucoup plus diffus et beaucoup plus, enfin, la pratique est à peu près la même partout, on peut considérer que c'est un outil dont on doit saisir pour toucher le public autrement. Après, on sort des questions Covid et des questions physiques, numériques et crise, mais tout de même, celle de l'éducation artistique et culturelle, de l'articulation entre institutions culturelles avec tout ce qu'on peut leur reprocher et éducation populaire, qui est un lien quand même qui s'est perdu pendant la Ve République, et je pense que c'est un des problèmes de cette politique culturelle. Là, ça reste comme la question du partage de la valeur, des points qui sont insuffisamment travaillés encore aujourd'hui, même si toutes les institutions se donnent beaucoup de mal pour travailler avec les écoles. Enfin, on a beaucoup de progrès à faire en la matière. Covid ou pas Covid, ça reste quelque chose d'important. Mais l'école, c'est un des endroits qui est ouvert aujourd'hui. Donc,
Donc, on commence à accueillir de nouveau des enfants dans les institutions culturelles, malgré la fermeture des institutions. On peut travailler avec les enseignants. Donc, de toute façon, c'est l'endroit privilégié pour travailler la question du public. Jean-Philippe, vous voulez rebondir? Oui, sur la question du lien avec le public, plein de choses ont été dites sur les menaces, la pente qu'il va falloir remonter. Un mot sur ce que tu as dit, Laurence, par rapport au digital. Oui, il y a des opportunités formidables que le Covid va plutôt conduire à accélérer, mais dans plein de domaines qui existaient pour partie avant, hein, c'est la gestion de la donnée pour personnaliser l'offre. Pour le pire, c'est-à-dire vous restez dans votre couloir de confort, ou pour le meilleur, c'est au contraire aller découvrir des choses différentes. Mais la gestion de la donnée, des nouvelles expériences, Françoise, vous l'évoquiez, hein, le digital n'est pas nécessairement synonyme d'expérience dégradée, c'est autre chose. Si je peux chatter avec Soprano ou avec Jonas Kaufmann, ce que je ne peux pas faire dans la salle, ben, ça sera quelque chose en plus, et donc ça peut justifier des moyens supplémentaires, etc. etc. Plein d'exemples. Une des vraies difficultés, c'est que ça coûte extraordinairement cher. Que vous pouvez ouvrir un petit club de jazz et avec un cachet à 60, 70, 100, 150 € la soirée, quelques consommations, vous arriverez à faire tourner votre petit… Bon, mais si vous devez gérer les données spectateurs, diffuser, capter, etc., ça coûte extraordinairement cher, en tout cas dans l'état actuel des choses. Et donc, c'est à la fois des opportunités, mais qui, pour certaines structures TPE, PME, ressemblent quand même encore à un miroir aux alouettes. Et là, il faut que les pouvoirs publics en tiennent vraiment compte pour aider à l'équipement, pour mutualiser ce qui peut être mutualisé, pour mettre à profit l'expérience des gros qui ont des coûts d'avance parce qu'ils ont des moyens en plus. Et ça, là-dessus, le ministère de la Culture, je trouve, n'a pas encore vraiment su trouver le bon, je dirais, la bonne modalité d'intervention. Voilà, sur cette relation au public, je demeure quand même plutôt optimiste. C'est-à-dire qu'il y a une fin de culture, il y a une fin de musique, de ce point de vue-là, ça n'a pas vraiment régressé. Mais ça va être plus dur pour les patrons de structure, ça très probablement. Laurence, vous vouliez… Oui, non, mais c'est simplement, je l'ai dit d'un mot au début, et de toute façon, c'est un peu abstrait, mais cette question dans le numérique, dans la gestion du numérique, il n'y a pas que la question de la diffusion et de la création, il y a aussi celle de l'utilisation de ces données et de l'exploitation de ces données. Et évidemment, de la même manière que je parlais du rôle de la BNF comme lieu de mutualisation d'un certain nombre d'investissements qui servent à tous et pas seulement aux Parisiens. De la même manière, les bibliothèques, parce qu'elles produisent des données et des métadonnées autour des œuvres, hein, c'est leur fonction à travers tout le travail de bibliothéconomie, de catalogage, de conservation. Elles ont, enfin, en tout cas, quand on parle de penser l'avenir et de penser à l'avenir, moi, je crois depuis longtemps, et j'espère que la crise Covid va nous aider à accélérer les choses, que la BNF, puisque c'est son rôle de créer ces données, a un rôle de mise à disposition de ces informations, parce que cet investissement ne peut en effet pas être assuré par tout le monde, par toutes les structures. Donc, on a un rôle à jouer avec l'État, avec l'ensemble des industries culturelles et créatives pour mettre à disposition, à vivre le bon côté du numérique. Parce que voilà, c'est très, très inquiétant à bien des égards, mais ça a aussi des avantages, et le service public a un rôle à jouer pour que ça aille du côté pour aller du bon côté de la force. Merci. Merci à vous deux. Merci. Je trouve qu'on a eu un débat court, mais finalement, on a soulevé pas mal de questions et peut-être évoqué quelques voies d'avenir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Pardon à tous ceux auxquels on n'a pas assez répondu, ou même pas du tout pour certains, parce qu'on a eu beaucoup de questions, et ça prouve à quel point d'ailleurs chacun est concerné par ce qui se passe. Et merci, et à bientôt sans doute pour d'autres débats. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci à toutes et à tous. Bonsoir. Merci de votre invitation. Et un mot quand même pour les étudiants, ça doit être vraiment dur, et tenez le coup. Vraiment, tenez le coup. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci pour l'invitation. Merci à vous pour votre disponibilité. Merci pour ce message d'encouragement à nos jeunes camarades.
Et vous nous le proposiez au cours de votre intervention, Monsieur Keller. Reprenons date dans 6 mois, refaisons un point en lien étroit avec nos camarades du groupe Culture et leur présidente Fanny Fournier. Merci en tout cas à toutes et à tous à nouveau pour votre disponibilité, votre fidélité à Sciences Po Alumni. On vous souhaite une excellente soirée et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.